Ce mercredi 22 novembre, le gouvernement israélien a donné son feu vert à un accord visant à obtenir la libération de 50 otages aux mains du Hamas en échange de prisonniers palestiniens et d'une trêve de 4 jours dans la bande de Gaza. L'accord pour libérer des otages est la bonne décision à prendre, avait déclaré mardi soir le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou avant le début de la réunion de son cabinet qui s'est poursuivie tôt mercredi par ce feu vert. De son côté, le Hamas a salué un accord de trêve humanitaire précisant que les dispositions de cet accord ont été formulées conformément à la vision de la résistance. La date du lancement de l'opération déluge d'Al-Aqsa, menée par les différents mouvements de la résistance palestinienne, dont essentiellement le Hamas, a été soigneusement choisie, prenant en compte deux facteurs clés. Le premier a été la nouvelle carte du Moyen-Orient présentée en septembre à l'Assemblée générale de l'ONU par Benjamin Netanyahou, dans laquelle il a complètement effacé la Palestine, se moquant ainsi de toutes les résolutions de l'ONU sur la question. Le deuxième est les provocations constantes contre la Sainte Mosquée d'Al-Aqsa à Jérusalem-Est. En effet, le 5 octobre, 2 jours avant l'opération, au moins 800 colons israéliens ont commencé à prendre d'assaut la mosquée, battant les pèlerins et détruisant des magasins palestiniens sous la supervision des forces de sécurité israéliennes. Or, tout le monde sait que la mosquée d'Al-Aqsa constitue une ligne rouge ultime, non seulement pour les Palestiniens, mais pour l'ensemble du monde arabe et musulman. Il existe d'autres bonnes raisons de faire feu de tout bois. Une Asie occidentale pacifique signifie reconstruire la Syrie, dans laquelle la Chine est désormais officiellement impliquée, développement actif de l'Irak et du Liban, l'Iran et l'Arabie saoudite dans le cadre des BRICS, plus un partenariat stratégique entre la Russie et la Chine qui est pleinement respecté et qui interagit avec tous les acteurs régionaux, y compris les principaux alliés des États-Unis dans le Golfe Persique. Ainsi, au-delà de l'aspect strictement humanitaire, quels sont les calculs stratégiques des différentes parties quant à la poursuite des hostilités? Après 1 mois et demi du début de l'opération déluge d'Al-Aqsa, quels sont les enjeux géopolitiques l'ayant déclenché? Pourquoi le rôle des pays arabes et musulmans est timide dans la résolution de ce conflit? Tous les développements sur ces questions fondamentales dans quelques instants avec mon invité, le docteur Abdelkader Soufi, enseignant-chercheur en géopolitique et politique de défense à l'université de Blida 2 en Algérie. Abdelkader Soufi, bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien. Bonjour, merci à vous et bonjour à tous nos amis auditeurs. Merci beaucoup. Depuis le 7 octobre, Israël mène des attaques aériennes incessantes et meurtrières contre la bande de Gaza. Donc, en réponse à l'attaque déclenchée par les différentes factions de la résistance palestinienne, dont essentiellement les unités d'Al-Aqsa, le bras armé du mouvement Hamas. Alors, des milliers de bâtiments, dont des hôpitaux, des mosquées et des églises, ont également été endommagés ou détruits. Le bilan des victimes palestiniennes des attaques israéliennes s'est alourdi au dernier bilan à 14 128 tués, selon le ministère de la Santé de Gaza. Parmi les victimes figurent plus de 5 840 enfants et 3 920 femmes, précise la même source. Et du côté israélien, le bilan des morts fait état d'environ 1200 personnes, selon les chiffres officiels. Et puis, à cela s'ajoute le blocus israélien sur Gaza, sur les approvisionnements en carburant, en électricité, en eau et avec la réduction draconienne des livraisons d'aide humanitaire. Donc, ma question, Monsieur Soufi, que pensez-vous de la trêve qui vient d'être annoncée par les deux parties en conflit? Risque-t-on de voir le bilan s'alourdir encore avec tous les disparus et les personnes se trouvant sous les décombres? Et puis, au-delà de l'aspect humanitaire, cette trêve serait-elle utilisée pour réorganiser les forces combattantes? Très fragile cette trêve. Cependant,
pour que l'on soit bien d'accord, posons quelques définitions. Alors, en ce qui concerne l'entité coloniale, moi, je préfère appeler cela comme étant l'organisation sioniste. Pourquoi organisation sioniste? Parce que c'est un courant politique qui va au-delà de l'occupation de la Palestine, mais c'est plus que cela. Donc, nous avons vu que le président des États-Unis d'Amérique dit que moi, je suis sioniste. Mhm, Donc, et que cette entité, si elle n'existait pas, on l'aurait créée. Alors, à partir de là, on voit, dès qu'il y a eu le déclenchement des hostilités, on va dire, de la révolution, de la résistance le 7 octobre, nous avons vu le fleuron de l'industrie américaine se positionner aux abords de Gaza, donc les deux plus importants porte-avions jamais faits jusque-là. mhm. S'ajoute à cela le Charles de Gaulle, des frigates britanniques, donc aussi allemandes et autres. Tout l'OTAN est là. Est-ce que tout cela, c'est juste pour cette bande de Gaza qui s'étale entre 40 km de long et quelque chose comme 12 km de large? Je ne pense pas. Alors, c'est pourquoi nous allons appeler donc cette entité l'organisation sioniste. Mais aussi pourquoi je ne veux pas lui donner le titre d'État, parce que pour être un État, il faudrait avoir les trois piliers de l'État, la souveraineté, le peuple et la terre. Donc, sachant que la terre ne Et lui les appartient frontières. pas, Et les frontières d'accord, aussi. et les frontières, sachant que le sol ne lui appartient pas, donc je préfère parler d'organisation d'État sioniste. Alors, la trêve, déjà, à mon humble avis, c'est un second revers. D'abord, le 7 octobre a démontré que le mythe de l'invincibilité de l'armée coloniale a été donc mise à nu. Ensuite, on pensait que les services secrets, le Mossad, était l'un des plus, sinon le plus performant au monde. Il n'a rien vu voir, il n'a rien vu venir plutôt de cela, sachant que la résistance, ce qu'elle donne sur le terrain, ce n'est pas une question de préparation d'un mois ou d'une année. Ce sont des années durant que ces combattants se sont préparés, où ils ont fait des simulations au vu et au su de tous, se sont armés jusqu'au dos et ils ont préparé donc l'affrontement qui est en train de donner raison à la résistance. Quand on voit maintenant, on compare les décès de part et d'autre, les, les morts palestiniens, ce sont tous, comme vous l'avez si bien dit, des civils, des femmes, des enfants, à majorité, donc à plus de 80%. 14 Cependant, 000. cependant les mille et quelques morts du côté sioniste, ce sont tous des soldats, ce sont tous des militaires. Donc, on voit qu'il y a euh, un déséquilibre dans l'action. Il y a Un groupe, aussi, il n'y a pas que des militaires, il y a aussi des civils qui ont été tués sur le terrain là où il y a eu la fête. Mais dont maintenant, j'y arrive, justement, j'y il arrive y a des aujourd'hui. informations qui disent que c'est les bombardiers israéliens qui les ont. Écoute, ce sont des informations qui viennent de l'intérieur, des confirmations de l'armée même qui dit que Oui, ce bombardement a été effectué par l'armée sioniste et c'est elle qui s'est attaquée maintenant. Est-ce que ça a été fait exprès? Est-ce qu'on a pris ce cantonnement pour des résistants qui se sont échappés? Ben, on ne sait rien. Est-ce mhm. que aussi ça ressemble à une action pour dire que ceux-là, donc ce sont des sauvages et qui s'attaquent à des civils? Ça peut être aussi une clé. Ce qui est sûr aujourd'hui, après 2 mois, presque 2 mois de combat intensif, sachant que cette armée sioniste a déposé
comme bombe sur la bande de Gaza, l'équivalent de 4 bombes nucléaires, Mhm. sinon plus. Et s'attaquer à des hôpitaux, à des écoles, est une entrave aux accords de Genève et au premier protocole donc, de Genève. Ensuite, nous assistons à une violation du droit international. Nous sommes dans l'épuration et dans le génocide. Et vous savez que l'épuration est définie comme telle ou une action qui vise à vider un territoire par la force, donc par l'armement, en tuant, ou bien en évinçant, donc en changeant une population par une autre. C'est ça. D'accord. Euh, Ensuite, ce bombardement en lui-même, il y a plusieurs clés pour pouvoir le comprendre d'abord. Donc, c'est plus une réaction parce qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait une résistance aussi farouche et qui porte qui a mis à mal le gouvernement en place de Netanyahou et qui a démontré l'échec sécuritaire, l'échec de l'information. Donc, tout cela n'a été euh, qu'un gros ballon gonflé pour dire D'accord. qu'on On y reviendra. Donc, justement, pour continuer sur l'élan de ce que vous venez de développer, les renseignements égyptiens affirment avoir prévenu Tel Aviv d'une attaque imminente du Hamas. Mais les Israéliens ont choisi de l'ignorer comme les exercices du Hamas que vous avez déjà évoqués, dont ils avaient été témoins des semaines, voire des mois plus tôt. Et donc, les Israéliens, fiers de leur supériorité et pensant que les Palestiniens n'auraient jamais le courage de lancer une opération de libération. Donc, à ce stade, selon beaucoup d'experts militaires, y compris occidentaux, le déluge d'Al-Aqsa a déjà irrévocablement, comme vous l'avez déjà dit, détruit la mythologie populaire de l'invincibilité de Tsahal, du Mossad, rajoutant du Shin Bet, des chars Merkava, du dôme de fer et des forces de défense israéliennes. Mais on peut rajouter que aussi la résistance palestinienne a profité de l'effondrement flagrant des systèmes électroniques israéliens valant plusieurs milliards de dollars et qui contrôlent la frontière, disons, la plus sûre de la planète. Alors, la question, qu'en pensez-vous? Et sachant qu'Israël fait partie intégrante de l'Occident global, peut-on dire qu'après l'armée russe en Ukraine, la résistance palestinienne vient de donner le coup de grâce à l'industrie militaire et sécuritaire occidentale? Oui, très bien. Donc, je voulais rester juste sur le premier niveau d'analyse avant de passer au niveau régional et international. Mhm. Effectivement, donc, tout ce qui a été avancé comme fleuron de la technologie et comme étant des systèmes invincibles, que ce soit dans le renseignement, que ce soit dans la technologie, que ce soit dans la puissance de frappe, que ce soit justement dans l'anticipation et la défense. Ce dôme Mhm. de fer, on a vu pendant 6 heures, 7 heures, la résistance palestinienne, donc d'émettre ou défaire toute cette thèse d'une façon extraordinaire. Ensuite, au même titre que, comme vous l'avez si bien dit, en, sur le terrain ukrainien, où le matériel, ce matériel qui était censé être d'une performance extraordinaire, est en train de nous dire le contraire. Ça veut dire que ce sont finalement des milliards pour des objets obsolètes sur le terrain. Ni les Merkava, ni aucun instrument n'a su faire opposition donc à la résistance palestinienne. Mieux encore, quand on parle de la technologie et de la manière de pouvoir détecter sur le sol et sous le sol
tout ce qui bouge et tout ce qui peut être donc une menace et l'anéantir aujourd'hui sur le terrain, dans les décombres et dans une situation défavorable. La résistance est en train de faire plus que résister, au fait, parce que nous n'avons pas vu un seul otage de la résistance des Kataïb el-Qassam ou les autres milices entre les mains de l'armée sioniste. Cependant, Ou, ou, nous un, avons, ou un corps, ou un corps, ou un corps. ou un corps, voilà, ou un corps. Cependant, ce que nous avons comme prisonniers chez les Palestiniens, ce sont quand même des gens de l'élite. Euh, sioniste. On a même pu voir sur des vidéos un groupe d'élite américain qui a été pris donc, dans les filets de la résistance. Alors là, c'est à dire si la réalité de ce que on nous dit que ce sont des armées qui sont très professionnelles et qui arrivent à, donc, comme dans les films, en fait, comme dans les films, arrivent à récupérer des otages et à faire des opérations extraordinaires. Il se trouve que une équipe de l'élite américaine qui a été dépêchée, je pense que c'est les forces Delta, avec un groupe de l'élite sioniste a été donc pris au piège de la résistance et non seulement il a été évincé, mais ils ont perdu beaucoup D'accord. de soldats de cette élite. Donc là, non seulement nous sommes en train de parler de la qualité du matériel avancé qui, en définitive, paraît juste un leurre, mais aussi la préparation des soldats à des missions La aussi capacité importantes. au combat. Très bien, la capacité. Bien. Alors, docteur Soufi, Israël a inévitablement décidé de frapper la bande de Gaza, donc après l'attaque de la résistance palestinienne. Et Gaza, tout le monde sait qu'elle est transformée depuis des années en une prison à ciel ouvert, encerclée, hein, où habitent 2 300 000 de personnes. Et des bombardements aveugles contre des camps de réfugiés, des écoles, des habitations civiles, des mosquées, des hôpitaux et des bidonvilles ont commencé et les Palestiniens n'ont ni marine, ni force aérienne, ni unité d'artillerie, ni véhicules blindés de combat, ni armée professionnelle. Donc, ils n'ont pratiquement pas accès à une surveillance de haute technologie, tandis qu'Israël peut même demander des données, je crois que c'est le cas, à l'OTAN s'il le souhaite, puisque Israël est considéré comme un allié de l'OTAN majeur dans la région. Alors, la question, peut-on dire que ce qui se passe actuellement à Gaza est une seconde gifle que l'OTAN reçoit après sa défaite cuisante en Ukraine? Moi, je pense que c'est un cas d'école. Ce que est en train de subir l'Occident, l'OTAN, parce qu'il ne faut pas parler de l'entité sioniste dans ce combat, du moment que nous avons l'intervention des professionnels et de l'élite américaine, britannique, français, et même des milices terroristes qui ont été récupérées dans le sud de l'Europe, en Espagne, en France, et même dans la région du Sahel pour conforter l'action des soldats composés, donc de cette armée Mhm, composée. Au fait, je voulais dire que nous assistons à un cas d'école. Techniquement, tactiquement, stratégiquement, ils sont dépassés. Ils n'arrivent pas. Vous avez vu que certains de leurs, certaines trappes qui pensaient que c'était les conduits vers les galeries souterraines, c'était des leurres qui ont été fabriqués pour embarquer les forces de cette coalition et qui subissent jusque-là des pertes énormes. Donc
la stratégie, la tactique du terrain reste d'actualité, combien même la technologie a atteint des points Absolument. extraordinaires. Voilà. Donc, j'allais dire, la guerre de première et deuxième génération est en train de faire valoir ses droits sur les guerres de cinquième génération et ces guerres hybrides. Mhm. Ensuite, pourquoi j'ai dit qu'il faut parler d'un groupe de l'OTAN? Parce qu'en définitif, peut-être ça va nous permettre de passer à un autre volet. Et ce bombardement aveugle sur Gaza exprime d'abord une colère par rapport à une situation politique interne et qui n'a rien pu faire voir et qui est en train de détruire le gouvernement en place, qui est en train de dire que finalement cette organisation d'État a été mise en échec le 7 octobre et que Mhm. nous sommes dans l'État en faillite et que l'ensemble des populations qui sont là n'ont en commun au fait que cette propagande qui les a ramenés dans les terres palestiniennes, et vous savez que tout comme moi, le Nord est en train de se libérer des colons et donc et de sa population, le 100 Sud 000. aussi. 100 000 colons Voilà, ont été déplacés du nord d'Israël à la frontière avec le Liban. très bien. Et aussi, ceux qui appelaient à l'immigration vers la Palestine, aujourd'hui appellent vers le sortir de la Palestine, repartir d'où ils sont venus. L'immigration inverse, comme on dit. L'immigration inversée, effectivement. Ensuite, ce bombardement est une action dissuasive pour les Palestiniens pour dire que euh, vers la fin de la guerre, si vous essayez de vous soulever une seconde fois, ça va être la même chose. C'est dissuasif pour les autres pays qui essayent peut-être ou essaieront de porter secours aux Palestiniens ou qui auront à faire quelque chose contre l'intérêt par ricochet de l'Occident, donc Mhm. des Américains. Là, nous arrivons dans la thèse de la pourquoi on s'attaque et on s'acharne à bombarder Gaza comme cela. D'abord, on veut créer des campements de tentes. Ça veut dire, d'abord, ces gens-là n'auront plus de toit et les déplacer au-delà de la frontière serait possible. Vider la bande de Gaza. Vider la bande de Gaza sous-entend avoir la même mise sur les gisements de pétrole et de gaz qui ont été découverts depuis 1990 et qui sont avérés. Mhm. Cela veut dire que la réalisation du canal Ben Gourion de la bande de Gaza, donc la Méditerranée Est, jusqu'à la mer Rouge, en passant par les deux îles Sanafir et Tiran, qui ont été vendues par les Égyptiens aux Saoudiens, c'est possible. Ouais. Ensuite, C'est un peu en parallèle au canal de Suez, en passant par le golfe d'Al-Aqaba, le golfe d'Al-Aqaba. Et exactement. voilà. D'accord. Exactement. On y reviendra, là, Monsieur Soufi. Très bien. Ah, J'ai dit cela parce que quand on revient, on parlera de pourquoi l'intérêt donc bien sûr, absolument, d'avoir un canal parallèle au canal de Suez. absolument. Alors, Très bien. la question suivante, le Hamas a déjà obtenu plus de leviers de négociation, et la preuve, c'est cette trêve-là, que les Palestiniens n'ont eu depuis des décennies. Il convient de noter que même si les pourparlers de paix sont soutenus par la Chine, la Russie, la Turquie, l'Arabie saoudite, disons, et l'Égypte, Tel Aviv refuse et Netanyahu est déterminé, comme vous l'avez dit, à effacer Gaza de la surface de la terre, même si cela se produit une guerre régionale plus large est presque inévitable. Et à ce stade, le Hezbollah libanais, un fidèle allié donc de la Palestine, au sein de l'axe de la résistance, préférerait ne pas se laisser entraîner pour l'instant dans une guerre qui pourrait être dévastatrice de son côté, de la frontière, mais qui pourrait changer si Israël commettait de facto encore plus de génocide à Gaza. À votre avis, un embrasement généralisé de la région est-il possible? Vous savez,
tout est possible dans la vie. Qui pensait, juste avant le déclenchement de la guerre, c'est parce qu'il y a eu un incident qui aurait pensé qu'il y aurait une deuxième guerre mondiale. La même chose, c'est qu'on Mhm. a laissé faire aussi quelque part. Vous savez, durant la Deuxième Guerre mondiale, en 1919, le chancelier allemand a été reçu dans un wagon à Versailles et on lui a interdit de s'asseoir parce qu'on lui a dit que vous êtes là pour écouter la sentence et non pas pour négocier. Mhm. Et à partir de ce moment-là, il y a eu toutes les sanctions impossibles à honorer par les Allemands. Une armée moins de 10 000, des sanctions en monétaire, en somme d'argent colossale, et que entre 22 et 34, l'Allemagne est devenue une puissance grandissante, et que les Français et les Anglais pouvaient à tout moment anéantir Hitler. Mais on a Mhm. laissé faire. On a laissé Mhm. faire quelque part. Ça a été une volonté de le faire. Ça a Mhm. été une volonté de créer ce sionisme qui est en train d'attaquer aujourd'hui en Ukraine pour justement faire la guerre à ce moment-là à l'Union soviétique. Mais pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. De tout temps, les anglo-saxons ont interdit qu'il y ait une, euh, une jonction entre la Russie et l'Allemagne. Donc, Mhm. quand je dis l'Allemagne, c'est les proto-germains, la Hongrie, l'Autriche, l'Allemagne, parce que ça représente le véritable cœur battant du monde. Et Mhm. ces cœurs battants du monde anéantiraient tous les espoirs de l'Occident de devenir une force hégémonique. Mais pourquoi maintenant, vous allez me dire, pourquoi la Palestine? Mais aussi la Palestine, j'allais dire, c'est le coup du continent euphrasien. Quand vous avez l'Europe, l'Asie et l'Afrique, donc si la Russie est le cœur du monde, la, euh, la Syrie, le Liban et la Palestine est le coup. Donc c'est le moyen, comme il a été défini par les géopoliticiens anglo-saxons, c'est le point de jonction entre les trois continents. Mhm. Donc, cette Phénicie, comme ça s'appelait donc la région de Phénicie, elle est très importante pour garder ce poids. Au départ, dans la présentation, vous avez parlé de certains projets très importants que ceux de la Chine, de la Ouais, ouais. Russie, euh, le, 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 le projet de la route de la soie, On y euh, reviendra. cette, C'est- cette normalisation entre l'Arabie saoudite et l'Iran fait que cela dérange aux intérêts de, euh, de la grande puissance hégémonique. Je reviens pour dire que la création de l'État, de l'entité sioniste, a été en lui-même une opération diligentée depuis 1945, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi? Ça, c'est important. Quand les sionistes ont voulu avoir un foyer, un sol, dans un premier temps où ils pourront avoir un État, dans un premier temps, ils s'en foutaient de l'endroit. Donc, au bout du deuxième rendez-vous, ils ont décidé que ce soit la Palestine. En 1919, plutôt en 1917, il y a eu la déclaration de Balfour et en 1916, il y a eu les accords Sykes-Picot entre la Ouais, France ouais. et la Grande-Bretagne qui se sont partagés cette région. Et la Palestine étant dans le quota britannique, en 1919, ils ont pris la Palestine après la défaite de l'Empire ottoman. Et, et pourquoi ils ont donné foyer aux Juifs là-bas, donc plus aux sionistes? C'est parce que en 1945, on a décidé qu'il y aurait plus de colonisation, plutôt la décolonisation du tiers-monde. Mhm. Et comme les Britanniques ni les Américains ne pouvaient occuper
la Palestine d'une façon directe parce que cela allait à l'encontre de la Charte des Nations Unies et des déclarations qui ont mené justement à la création de l'ONU et de cet ordre mondial, il fallait un État où Agent, il fallait une entité de substitution d'accord, pour faire le boulot. Donc, c'était tout prêt. On place les d'accord, sionistes, on leur donne un territoire et à travers eux, on sauvegarde nos intérêts et on contrôle toute la région. Donc, c'est plus une plateforme militaire pour les anglo-saxons, pour les Britanniques, pour les Américains, sachant que les Britanniques et les Américains, tout de suite, ils ont décidé, donc, les uns ont pris le développement de la force militaire, les Britanniques ont choisi l'économie du savoir. Et à d'accord. partir de là, les enjeux dans la Palestine, elles sont d'ordre d'intérêt. Elles ne sont pas d'ordre religieux, elles ne sont pas d'ordre idéologique. Parce que ce que se dit et se trame ici et là-bas, c'est faux. Ça n'a rien à voir. C'est l'ordre mondial qui est comme ça. Et c'est une guerre d'intérêt qui ne dit pas son nom et qui prend des couleurs, qui prend des formes. Des fois, c'est normal. On déforme pour ne pas montrer les intérêts derrière. Mais au fait, c'est la guerre des intérêts. Aussi, je vous rappelle que les Américains viennent d'annoncer le corridor américain, donc, et ce corridor qui vient de l'Inde vers l'Europe à travers deux lignes. La première, c'est la voie maritime, la seconde, c'est les rails. Et les deux voies devraient traverser le territoire de la Palestine. Pour On ce est, faire, et pour bloquer le chemin donc à la Chine, mais aussi à la Russie, de l'autre côté, qui restent les principaux, j'allais dire, euh, concurrents dans cette hégémonie mondiale. Le Liban étant comme la Syrie des terres presque acquises pour les Chinois, ou ne serait-ce que pour ce développement, on a bombardé le port du Liban, le port ouais, de Beyrouth. On a on y bombardé le port de reviendra. Beyrouth pour déstabiliser cette région et dire que juste, il n'y a que la Palestine qui est stable. Sauf D'accord. que, sauf que tout ces schémas et ce programme a été mis en échec le 7 octobre par la résistance palestinienne, d'où l'ire et la colère occidentale et qui s'abat comme un déluge de feu sur les Palestiniens parce qu'ils viennent de remettre en cause un travail de longue haleine. D'accord. Et là, j'aimerais quand même terminer avec l'idée tout à l'heure par rapport au risque d'embrasement généralisé. J'aimerais bien que vous le fassiez rapidement, me donner votre avis. La stratégie de l'Iran est bien plus ambitieuse actuellement quand on regarde bien comment ils déploient leur politique. Et il offre des conseils stratégiques au mouvement de résistance du Levant au Golfe Persique. On peut citer le Hezbollah, Ansarullah, le Hashd al-Sha'bi, Kataib Hezbollah, le Hamas, le Djihad islamique palestinien et d'autres, faisant donc tous partie d'un nouvel échiquier collaborant de facto avec l'Iran. Alors, Israël et ses protecteurs occidentaux, si jamais, à Dieu ne plaise, il y a un embrasement généralisé, pourrait-il faire face à une union de toutes ces forces de l'axe de la résistance? D'abord, indépendamment de ce que vous avez dit, la force arabe réunie autour de cette région, quand bien même nous soupçonnons que l'entité sioniste possède justement l'arme nucléaire et qu'elle a pour cible potentielle à peu près 100 cibles qui ont été énumérées et un Mhm. certain nombre de pays arabes, en plus de la Turquie, l'Éthiopie et l'Iran. Mais la force de frappe que possèdent les pays arabes est à même d'anéantir l'existence même de cette entité sioniste. La question est, est-ce que ce scénario
c'est le plus plausible. Donc, dans un cadre euh, de scénarios les plus catastrophiques, sachant que les Américains peuvent eux aussi intervenir à Mhm. travers leur plateforme et leur base militaire dans toute la région du Moyen-Orient et les porte-avions qui sont justement là un peu partout, les flottes américaines ainsi que celles de l'OTAN. Cela veut dire que nous pourrons aller vers un apocalypse. Ça ne ressemblera ni à la Première Guerre mondiale, ni à la Deuxième Guerre mondiale. Mais c'est plutôt apocalyptique. Mais je dirais que les guerres asymétriques ont montré que le travail de petits groupes est encore meilleur que celui d'une armée bien organisée et bien préparée. Mhm. Le terrain aujourd'hui en Palestine occupée, nous avons vu que les groupes de la résistance palestinienne ont pu tirer leur épingle de jeu et dans toutes leurs batailles, dans tous leurs combats, ont pris le dessus sur l'entité sioniste, sachant qu'aujourd'hui, nous sommes à presque un millier d'engins performants qui ont été neutralisés et cassés. Et nous sommes au-delà de 1000 morts dans les rangs de l'armée sioniste. Sachant que l'engin, par exemple, le char, euh, le Magva, qui coûterait, je pense, autour de 170 millions de dollars, ce n'est pas rien si on comptabilise l'ensemble de ces engins qui ont été cassés. Ensuite, au jour d'aujourd'hui, nous avons compris que le terrorisme a été créé de toutes pièces à travers le monde par des acteurs étatiques ou par des multinationales Mhm. pour sauvegarder des intérêts. Et d'ailleurs, si certains groupes tels que Daesh ou Al-Qaïda, qui a opéré en Irak et qui a opéré en Afghanistan au titre de l'islam, nous n'avons rien vu de tout cela en Palestine. Aucun de ces Absolument. groupes, aucun de ces groupes terroristes Paradoxalement, ne paradoxalement, s'est comme on dirait. manifesté au titre de l'islam et de la question d'El-Quds, qui reste une question sacrée, donc la sacralité de la question palestinienne. En principe, il n'y a pas un point où les organisations qui se disent défenseurs de l'islam et des lieux sacrés de l'islam, on ne les voit pas. On ne les voit pas. Par contre, il faut dire que les peuples arabes et musulmans peuvent se rallier à, à la cause palestinienne, peuvent participer, donc que ce soit d'une façon directe en donnant appui militaire, donc sur le terrain, ou encore sur le plan de la logistique. Et cela, D'accord. c'est possible. Et cela est peut-être le point fort qui peut se faire, que ce soit dans le territoire occupé ou les intérêts de l'organisation sioniste à travers le monde. C'est que D'accord. la guerre, c'est la guerre. Et comme à la guerre, tout le monde peut s'attaquer aux intérêts des uns et des autres. Là D'accord. où il se trouve. Et c'est là où ça peut faire mal, justement. Ça, en troisième lieu, c'est cette guerre médiatique qui est en train d'être perdue. Et pourtant, et pourtant 96% des médias lourds à travers le monde sont contrôlés par la communauté juive et par le courant sioniste. Cependant, les images et les vidéos qui ont fuité, qui ont pu faire le relais à travers différents canaux, ont pu atteindre les populations du monde, ont pu atteindre des politiques à travers le monde, et ce qui fait que nous avons de plus en plus d'États qui se rangent du côté de la question palestinienne, de plus en plus de personnalités qui changent de position après avoir découvert les vérités
et de plus en plus de forces vives, populaires, à travers le monde, qui sortent dans les rues. Je ne parle pas des organisations qui ont été créées aussi, elles, de toutes pièces, telles que, je ne veux pas citer les noms, et qui se sont précipitées très vite, peut-être dans des questions qui concernaient l'Occident, qui ont interpellé l'ONU et le Conseil de sécurité au lendemain. Et nous sommes aujourd'hui à 2 mois, nous n'avons rien vu venir de ces organisations non D'accord. gouvernementales, défenseuses du droit de l'homme. Nous n'avons rien vu aussi, malheureusement, de certaines ligues, certaines organisations régionales, telles que la Ligue arabe ou le Conseil islamique, On y qui reviendra. timidement, qui timidement après plus d'1 mois, la montagne a accouché d'une souris. D'accord. Alors, pour revenir à l'idée que vous avez développée tout à l'heure et qui concerne la géopolitique de toute cette région-là et qui je trouve extrêmement importante, euh, il y a dans d'autres pays de la région la volonté des atlantistes d'ouvrir des corridors stratégiques à travers ce qu'on appelle les 5 mers, c'est-à-dire la Caspienne, la Oui, mer oui. Noire, la mer Rouge, le golfe Persique et la Méditerranée orientale. Et, et ce projet, apparemment, avec ça, subit un sérieux revers. On a également la Russie et l'Iran qui contrecarrent déjà les projets américains dans la mer Caspienne avec ou via le corridor de transport international Nord-Sud et NSTC et dans la mer Noire et qui on passe de devenir aussi un lac russe. Et puis on a aussi Téhéran suit de très près donc la stratégie de Moscou en Ukraine, même si il peaufine sa propre stratégie sur la manière d'affaiblir l'hégémonie américaine sans implication directe. Alors, la question, le déluge de l'Aqsa, cette opération de la résistance palestinienne, vient-il également d'enterrer le corridor que vous avez cité tout à l'heure de transport récemment annoncé au G20, étant vanté par l'Union européenne, Israël, l'Arabie saoudite et l'Inde, et qui serait une sorte de corridor parallèle ou qui va contrebalancer les routes de la soie chinoise. Vous savez, je l'ai dit à plus d'une reprise, l'ordre mondial tel qu'il est maintenant, depuis 90, il connaît une période de transition. Et cette période de transition cherche le bon sol pour pouvoir euh, s'y mettre et aller vers un nouvel ordre mondial. Pour s'y faire, il est tout à fait normal que les Américains qui ont créé ce monde-là depuis 1945 et qui ont toujours été la force hégémonique. Vous avez bien fait de parler des 5 mers, car la stratégie américaine concernant les mers s'appelle le pivot maritime, d'où les sept flottes qui sont en train de, quelque part, de faire un containment du globe terrestre. Donc, pour euh, dire que la force navale américaine est la force thalassocratique. C'est la thalassocratie. Et elle veut, elle entend par là garder cette puissance, cette position pour demeurer, résister et continuer à le faire. Seulement, le monde n'appartient pas qu'à une seule entité. Ça veut dire que si il y a d'autres États à travers le monde, chacun a le droit de vivre, d'avoir la vie paisible et de défendre ses intérêts comme il se doit. Karl Marx parlait de l'État en tant qu'être organique qui naît, qui se développe, et malheureusement, c'est toujours le maillon faible qui perd au profit du maillon fort. Mhm. La, 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 de, la montée de Rise China, de China Rises, la montée donc De de la la puissance. Chine, la puissance chinoise économique mais aussi militaire et commerciale, car elle est là
et elle veut, elle aussi, émerger et rayonner à travers le monde. Et nous savons qu'il y a une interaction entre l'économie chinoise et américaine et qu'aucune ne peut évincer l'autre. C'est comme si vous avez deux corps suspendus dans une gratte-ciel, dans un gratte-ciel avec une corde. Donc, si l'un pousse vers le haut, il tire avec lui l'autre. Si l'un pousse vers le bas, il tire avec lui l'autre vers le bas. Mhm. C'est une interconnexion qui fait que si la Chine s'effondre, c'est les États-Unis d'Amérique aussi, et vice-versa. La Russie a toujours été une puissance européenne ou euro-asiatique. Donc, c'est cette Eurasie qui regarde vers l'Europe et qui regarde vers l'Asie. Sa position lui permet de l'être. Et aussi, c'est une force économique, militaire, qui est là et qui a toujours joué les premiers rôles en Europe, politiquement, militairement et autres, et qui est l'héritière de la grande puissance de l'Union soviétique. Moi, je dirais que plus, c'est comme si la Russie s'est débarrassée un peu du fardeau de l'Union soviétique pour être plus légère dans son action. Et elle a une doctrine de reprendre sa position qui était quand même une position aussi importante que celle des Américains et plus que celle des Chinois. Et par là, j'entends que les, les, les circonstances font que des alliances se font. Nous avons plus de rapprochement entre la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, les BRICS, peut-être aussi les États du Shanghai. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent que l'ordre mondial tel qu'il est, il est injuste et il est égoïste. Donc, tout ce qui se fait, c'est pour les Américains et au détriment même des alliés et même des amis. Nous avons vu que dans cette guerre en Ukraine, l'Union européenne ou l'Europe, c'est le continent qui a le plus souffert de cette guerre, car il a subi la montée en puissance des prix de l'énergie, j'allais dire, l'industrie qui commençait à en souffrir, la montée en puissance du radicalisme et de la droite en Europe, autant d'éléments et de facteurs qui ont été les conséquences d'une politique américaine, mais c'est tout à fait normal. Quand je dis, vous savez, les Américains, ils étaient une puissance atlantique, et quand ils sont arrivés au bord du Pacifique, ils ont ouvert le canal de Panama, et aussi pour les besoins de leurs baleiniers, ils ont fait la guerre au Japon pour avoir un comptoir pour les baleiniers. Donc là, la guerre pour les Américains, c'est l'intérêt. En fait, ils n'ont pas d'amis et ils n'ont pas d'ennemis. C'est l'intérêt qui gère ou qui dicte quelque part les positions à prendre. Il se trouve que depuis un moment, les néo-faucons ou les conservateurs ou les judéo-chrétiens qui ont des affinités avec le sionisme et qui font que y a ces alliances aussi en parallèle qui D'accord. veulent garder cette mainmise et empêcher le monde de se réveiller ou empêcher peut-être la Chine, la Russie de pouvoir avoir une mainmise ou développer quelque chose qui chevaucherait sur leurs D'accord. propres intérêts et qui va mettre à mal cette stratégie. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Dans le bras de fer, il y a des petits éléments dont on ne calcule pas. Donc, ce sont les paramètres ou ce qu'on appelle les inconnus qui arrivent et qui chamboulent toute D'accord. la stratégie. Bien. Alors maintenant, j'aimerais bien aborder la question des droits de l'homme avec laquelle nous sommes abreuvés tout le temps, notamment par les puissances occidentales, leurs médias et leurs organisations de défense des droits de l'homme. Alors, moi, je vais prendre un cas bien particulier. La position d'Israël sur les événements en Ukraine a été
révélé dans un commentaire du ministère des Affaires étrangères de l'époque, Yair Lapid, que Moscou d'ailleurs a considéré comme anti-russe et partial envers Kiev. Donc, le ministère des Affaires étrangères, qu'est-ce qu'il dit? Je cite, et dans un article qu'il a publié en 2022, après le début de l'opération, il dit qu'il est impossible de rester indifférent aux images horribles de la ville de Boutcha, près de Kiev, après le départ de l'armée russe. Donc sous-entend, voilà, le massacre de Boutcha, dont tout le monde sait actuellement qu'il y a des preuves que l'armée russe, elle n'est liée ni de près ni de loin à ce qui s'est passé là. Et puis il rajoute, faire intentionnellement du mal à des civils est un crime de guerre et je le condamne fermement. Et donc Israël a également soutenu la décision en même temps, et je le rappelle, de l'Assemblée générale des Nations unies de suspendre la participation de la Russie au Conseil des droits de l'homme et a envoyé une aide à l'Ukraine. Donc, et en réponse, la Russie a qualifié la position d'Israël de tentative de peine, à peine déguisée, de profiter de la situation en Ukraine. Et puis, euh, pour détourner l'attention de la communauté internationale de l'un des plus anciens conflits non résolus, qui est celui palestino-israélien. Alors, comment peut-on comprendre les doubles standards des Occidentaux dans ces deux cas? On a là une déclaration d'un ministre qui condamne pour des droits de l'homme la Russie, alors que son armée, leur armée, est en train de décimer la population de Gaza. Et puis, sachant qu'il a été prouvé que l'armée russe n'a rien à voir dans ce qui s'est passé à Boucha, autant que la résistance palestinienne n'a strictement rien à voir avec le massacre des civils au début de l'opération. En fait, je ne veux pas que ma lecture des choses soit interprétée de façon partielle, Mhm. mais j'essaie de lire les choses telles qu'elles sont et je les discute. Il se trouve que l'ordre mondial tel qu'il a été créé aujourd'hui est un ordre de dictature. Ce n'est pas un ordre démocratique où tout le monde peut dire ce qu'il veut et qui donc avoir justement un droit au même titre que les autres. Les relations ne sont pas horizontales. Cette, cette géométrie variable dont la prise de décision et de la vision occidentale n'est pas à son premier coup. Nous l'avons vu, nous aussi en Algérie, nous avons vécu beaucoup de similitudes par rapport à des questions quand les intérêts d'autrui, de l'Occident, se chevauchaient ou n'offraient pas le cadre idéal pour aller de l'avant. Je ne condamne pas le fait d'avoir recours à une action honorable pour sauvegarder ou défendre un intérêt. Mais je condamne la géométrie variable et l'hypocrisie, mais aussi je condamne l'acte inhumain. Parce que, regardez, cette position vis-à-vis de cette ville ukrainienne et la position occidentale vis-à-vis de ce qu'on appelle la solution finale et de ce qu'a subi les Juifs durant la Deuxième Guerre mondiale, a été une position, on va dire, honorable pour défendre des gens qui ont été plus ou moins faibles. Mais reprendre les mêmes actions contre d'autres populations et dire que c'est de la légitime défense, là, c'est pas normal. Ça veut dire que vous êtes en train de faire exactement le contraire. Vous êtes en train de faire non seulement terroriser, mais de faire des crimes contre le monde. Et le crime contre l'humanité est puni par le droit international. Il est puni justement par tous les codes et par la Charte des Nations Unies. Comment peut-on dire que nous sommes un État, comme le stipule le premier chapitre de la Charte des Nations Unies, aimant
la paix et la sécurité à travers le monde et travaillons pour et en contrepartie décimer sous les décombres des dizaines de milliers, tuer plus de 15 000 personnes et donnant plus de 40 000 de blessés avec, j'allais dire, des handicaps permanents, des handicaps physiques et psychiques. Et vous venez dire que vous défendez les droits de l'homme et vous célébrez les droits de l'enfant euh, ces jours-ci. Mais c'est vraiment, j'allais dire, le comble de ce qui peut être comme mensonge. C'est vraiment, ça ne passe pas. Mhm. Et là, ce qui est sûr, c'est que je ne sais pas ce qui en est dans certains pays occidentaux, mais je suis sûr que chez nous, dans les pays du tiers-monde, on commence, même certes dans des pays occidentaux, on voit mieux ce mensonge et on comprend Absolument. mieux ces médias lourds, justement, qui, 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 qui défendaient les valeurs et les vertus de la démocratie. Elle est où cette démocratie? Elles sont où ces libertés d'expression? Nous avons vu que les libertés d'expression, elles ont été interdites. La première des choses, quand on invitait quelqu'un sur le plateau, donc est-ce qu'on lui laisse le choix de développer sa pensée? Non. Eh bien, on lui demande, est-ce que vous condamnez Hamas? Absolument. Directement. Est-ce que, vous, à votre avis, euh, dans un, dans un discours médiatique et qui veut développer un débat, je vais directement vers la conclusion et dire où tu condamnes, où tu es avec, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de Absolument. sens. Voilà. Absolument. Donc, ceux qui produisent les positions officielles vis-à-vis de certaines situations à travers le monde, que ce soit en Ukraine ou en Palestine ou ailleurs, ce sont les mêmes qui produisent l'information à travers le monde. Et c'est Mhm. cette même information qui est véhiculée dans toutes les langues du monde selon le même format qui a été fait à la base. Et donc, une information qui sort à CNN, elle est au même moment, vous allez la trouver dans toutes les presses du Absolument. monde et de la même manière. Absolument. Alors, une dernière question, Monsieur Soufi. Le 11 novembre 2023, alors, nous l'avons déjà un petit peu abordé. Et il y a eu deux sommets extraordinaires sur la question palestinienne de l'Organisation de la coopération islamique et de la Ligue arabe qui se sont réunis à Riyad. Alors, le sommet des deux organisations a été planifié à l'avance. Alors, malgré les attentes d'une action concrète, rien de concret ne s'est produit. Et il se peut qu'il y ait, je ne sais pas, encore des conséquences, mais on peut dire que compte tenu de toute l'expérience antérieure concernant le conflit israélo-palestinien et du rôle des pays des deux organisations, il n'y a aucun espoir d'action sérieuse. Alors, comment expliquez-vous cette immobilité dont souffrent ces deux organisations en dépit des changements cruciaux intervenus ces deux dernières années dans la géopolitique mondiale et qui donnent pas mal d'espace de manœuvre à tous les pays du monde? Vous savez, je commence à partir de la fin. Il y a plusieurs positions, ce qui fait que nous avons assisté à ce débâcle, à cette débâcle plutôt qui est produite vraiment d'une manière euh, honteuse dont ces deux instituts, à savoir la Ligue arabe et euh, la haute instance L'Organisation de islamique. coopération Voilà, islamique. exactement, cette haute instance islamique dans le monde. Il y a des pays où il y a les États qui ont une souveraineté, euh, j'allais dire, incomplète et qui dépendent énormément de la décision ou qui subissent la décision occidentale. Il y a certains qui sont faibles
et qui préfèrent, par peur, ne pas prendre de position. Et il y a ceux qui sont complices, ceux qui sont devenus sionistes. Ça veut dire qu'ils défendent justement la cause. Et malheureusement, il y a des pays arabes qui le font. Et il y en a, mais ils sont vraiment peu, dans cette organisation, dans ces deux organisations, qui sont souverains dans leur action et qui disent les choses comme elles sont. Vous avez l'Algérie, d'ailleurs, qui a refusé de participer parce qu'elle a émis le souhait à ce qu'il y ait 5 points importants dans la décision finale, sachant que ces 5 points n'ont pas eu lieu et ont été rejetés par certains États arabes qui, en définitive, ont démontré qu'ils sont plus sionistes que arabes ou pro-palestiniens. Et il y a le Koweït, il y a l'Iran, il y a bien Tunisie. sûr il y a la Tunisie, il y a la Libye, et il y a les Houthis au Yémen, quoique le Yémen, la position est différente, donc la position officielle. Il y a la Syrie aussi. Et cela explique aussi que cette situation de guerre, avec la pression que nous connaissons de l'Occident notamment, envers certains États, a fait que nous n'avons pas pu, je dis nous, je parle de ces deux grandes organisations arabes et musulmanes, ont été incapables de produire un discours qui puisse mettre terme à cette guerre et aussi donc sauver les intérêts palestiniens. Parce que je vais vous le dire, il aurait suffi de couper les relations diplomatiques avec l'entité sioniste. Il aurait suffi de faire un embargo économique, ne plus avoir d'échanges et interdire l'utilisation des bases militaires sur les sols arabes pour aider l'entité sioniste. Et vous aurez eu, dans les 24 heures qui suivent, une fin de ce qui se passe justement en Palestine. Et on aurait pu aller même au Conseil de sécurité pour avoir recours à cette, ne serait-ce solution de 67 qui prévoyait la solution à deux États. Vous savez qu'il est facile d'y aller sans avoir besoin de passer par la guerre. Et je vais vous dire, cette entité sioniste est un État qui est construit sur l'économie et la puissance économique. Il est en train de perdre énormément à travers cette guerre. Parce que de soldats sous-entend fermer beaucoup d'usines et fermer beaucoup j'allais dire, euh, d'institutions productrices d'économie. Sous-entend aussi avoir recours à des fonds colossaux pour maintenir cette guerre qui ne s'arrête pas. Je vais vous dire, au bout de 2, 3, 4 mois, vous allez voir que la défaite, elle serait d'ordre économique plus qu'elle serait d'ordre militaire. Ensuite, Et d'autant même plus, si on peut rajouter que, étant donné que Israël fait partie du clan occidental, on sait qu'il survit grâce à l'aide américaine et grâce aux aides, Blinken, oui, absolument, absolument. aux aides occidentales. D'ailleurs, on voit la Grande-Bretagne et la France et les États-Unis. Ce sont ceux qui ont fait les accords de Sykes-Picot, créé l'État d'Israël, qui sont avec leurs armées au large de Gaza et d'Israël. Donc, Mais c'est ce que nous couper avons le dit. En pétrole, par plus, exemple, couper le pétrole en 3, 4 jours, mettrait à genoux ces pays occidentaux et par ricochet le chouchou dans la région. je suis tout à fait d'accord. Et je crois que régler ce problème de la Palestine réglera pratiquement toute la conflictualité dans la région. Et écoutez, moi personnellement, je ne suis pas contre une adversité correcte entre des puissances régionales et internationales et que le meilleur gagne, ça c'est tout à fait normal, c'est de bonne guerre comme on dit. Mais prendre en otage des populations et les tuer,
Ça, c'est D'accord. contraire voilà, à toutes les valeurs humaines et c'est contraire à toutes les lois. Que les Américains puissent avoir des stratégies pour pouvoir développer plus de territoires pour leurs intérêts, et ils sont libres de le faire. Que les Britanniques, les Français ou autres, les Chinois, les Russes, les Turcs, c'est tout à fait normal. Mais prendre le monde en otage à travers cette entité sioniste, moi je crois que le gouvernement de l'entité sioniste a compris que les Américains avaient beaucoup à gagner et beaucoup à perdre. Ils en profitent de cette situation justement pour les mettre mal à l'aise vis-à-vis du monde et pour justement en tirer profit de, de ce soutien indéfectible envers l'entité sioniste pour créer plus de problèmes. Parce que, vous faites, ça aurait pu être peut-être une autre entité plus correcte. Il n'y aurait pas eu ce qu'il y a eu en Palestine, il n'y aurait pas eu ces génocides et on aurait pu avoir une cohabitation plutôt intelligente qui aurait permis aux deux parties d'émerger et d'avoir, j'allais dire, accès à la technologie, au savoir, à la fortune, à la richesse et aux excellentes relations, que ce soit avec ou avec les D'accord. pays du tiers-monde. Abdelkader Soufi, je vous remercie pour toutes ces informations. J'espère et ces éclairages. J'espère vous retrouver dans les quelques semaines à venir dans une autre émission pour traiter d'un autre sujet. Merci encore une fois et à très bientôt.